Les gens ne sont pas très contents au Togo. Très beau pays que j'ai visité. J'y ai passé un moment très agréable, des gens très chaleureux, très sympathiques. Un moment très bien, un moment doux, de fraternité que j'oublierai jamais de la vie. Et j'y compte y rentrer encore quand le Créateur nous permettra. Au Togo, les gens ne sont pas très contents suite à ce qui se passe sur le plan politique. La loi a été changée. Les élections auraient dû avoir lieu le 20 avril, ont été reportées. Et évidemment, personne n'aime voir les élections reportées. En tout cas, pas dans un pays où les gens se respectent. Et beaucoup de Togolais qui se respectent sont mécontents de voir ces élections partir, peut-être pour toujours, on ne sait pas. C'est très compliqué. On peut pas, malheureusement en Afrique, c'est très difficile d'être sûr d'une situation. Quelles en sont les raisons? À part les raisons occultes que personne ne comprend jusqu'à présent, il y a aussi eu un grand changement dans la constitution togolaise, où désormais la population n'aura plus à voter son président. Le président sera méticuleusement sélectionné par un groupe de personnes qui composent le Parlement togolais. Fou, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre d'avoir toute une population, des millions de personnes qui seront finalement représentées par une brochette, une douzaine de personnes, enfin bref, quelques douzaines de personnes qui sélectionneront qui sera le prochain président. C'est très difficile parce que voilà, il est beaucoup plus compliqué de corrompre des millions de personnes que d'en corrompre une douzaine, n'est-ce pas? Donc, si chacun mange, c'est une sorte de spéculation, nous imaginons. Si chacune de ces personnes recevait un petit rien quelque part, ne serait-il pas guidé vers une direction commune, soutenant leurs propres intérêts? On a vu ça à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Les Togolais ne sont pas contents. Ils sont sortis dans les rues. Malheureusement, ils ont été flagellés des manières les plus foudroyantes par les autorités. Et quelquefois avec des munitions vraies. C'est une image que nous ne voulons plus voir. Le président togolais Faure Gnassingbé est là depuis 2005, président de la République, et avant lui était son père, et Adema Gnassingbé depuis 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Et comme on peut le voir, on peut le sentir, la majorité des Togolais veulent voir un changement. Le changement pas seulement sur le plan visage, mais aussi le changement sur le plan pratique dans la vie de chaque jour, dans la vie de chaque Togolais. On veut du nouveau, on veut quelque chose de différent. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, avec le changement de la Constitution, avec le report, le désengagement des élections prévues le 20 avril, les gens ne sont pas contents du tout et ce n'est pas de la très bonne humeur. Nous allons maintenant en Éthiopie. L'Éthiopie, vous connaissez, c'est là, l'Éthiopie, un pays très intéressant. Ils sont le pays où l'un des deux pays africains qui n'ont pas été colonisés. Les Éthiopiens sont forts, hein. Ils sont solides, ils sont très forts. C'est des gens mentalement forts, très confiants, très sûrs d'eux. Ils ont résisté, pas seulement résisté, ils ont foudroyé les Italiens pendant qu'ils essayaient d'attaquer l'Éthiopie pendant la colonisation. Ce sont des gens qui se respectent beaucoup. Ils ne coupent jamais leurs cheveux. D'après leurs croyances, d'ailleurs à l'époque, leurs cheveux servent de satellite ou d'antenne contre les ennemis. Ils pensent que leurs cheveux sont liés au système nerveux et ça a une capacité électromagnétique de signaler la présence des ennemis. C'est leur croyance. Les Éthiopiens en général ont un sentiment de supériorité par rapport à beaucoup d'Africains. Ça, il faut le savoir. Et quelque part pour eux, partant de l'idée que l'arche de l'Alliance, dont parle la Bible, l'arche de l'Alliance, se trouverait aujourd'hui quelque part enfouie dans les hautes terres de l'Éthiopie. Donc, ils pensent vraiment que l'arche de l'Alliance est là-bas. Ils se sentent supérieurs par rapport à beaucoup de personnes. Ben, soit. En Éthiopie, on vient de voter une loi où on mettra un registre officiel, c'est-à-dire un registre public, où on mettra la liste des offenseurs sexuels. Oui, les gens qui offensent les gens sur le plan, les agresseurs seront placés dans une liste. Ça sera une liste publique disponible à toute la population. Ceci, évidemment, ont l'objectif de prévenir dans l'avenir, pas seulement prévenir, mais aussi empêcher à ce que ces personnes soient embauchées dans des endroits tels que les orphelinats, les écoles et les institutions pour enfants. Bravo! Moi, je crois que c'est déjà très bien pour commencer. C'est déjà très bien. Je sais qu'au Madagascar, on a essayé de faire quelque chose de très similaire, mais les gens de l'human rights, comment on appelle, les activistes, ils se sont fâchés. Oh non, il faut pas faire ça, tout ça. On préfère protéger ces gens-là que protéger les enfants. C'est très bizarre. Donc, l'Éthiopie a dit, désormais, c'est très compliqué, on ne va plus accepter ça. On cite ici que 20% des femmes éthiopiennes de 18 à 47 ans ont déjà été abusées comme ça par une personne proche. Et généralement, c'est une personne proche, ce n'est pas une personne inconnue. C'est ça le problème. Et ce sont les gens de l'histoire qu'on voit très souvent, ça arrive très souvent, mais les gens n'en parlent pas, puisque les gens ont peur, parce que généralement, quand vous en parlez, même la police, on commence à vous questionner de manière très bizarre. Comment ça se fait que tu étais comme ça? Comment ça se fait que tu t'es habillé de manière inappropriée? Vous pensez pas que ça aille? Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Et même les membres de famille, souvent, vous accusent d'un comportement qui aurait initié cette histoire. Comme si la victime, très rapidement, devenait le problème.
Et beaucoup de femmes, généralement, choisissent de ne pas en parler pour éviter cette discrimination, éviter... voilà. Moi, je reconnais une histoire, d'ailleurs, il y a une fille à qui je parlais il y a très longtemps, qui me racontait, elle chantait à l'église. C'était une choriste. Et un jour, le pasteur l'appelle dans sa salle, dans le bureau. Viens un peu, sœur, machin, histoire. Elle est partie là-bas, et puis le pasteur a fait des choses qu'il fallait pas. Rentrée à la maison, finalement, elle a décidé de parler à une maman qui était diagonaise, ou comment vous l'appelez ça, pour essayer un peu d'ouvrir cette boîte. La maman lui dira très vite, mademoiselle, il faut faire très attention, hein, les serviteurs des dieux, on ne rigole pas avec ça. Ça, c'est toucher l'œil de Dieu. Je dis, mais madame, je vous dis la vérité, voilà ce qui s'est passé. Non, tu peux pas me dire ça parce que rends-toi compte que en révélant ces histoires, tu seras en train de détruire l'église des dieux. Donc évidemment, pour cette dame, l'église des dieux, dirigée par un voyou, est beaucoup plus important que le bien-être de cette jeune fille. Incroyable, et c'est pas la première fois. J'en ai aussi connu une autre fille qui me racontait l'histoire de sa mère, disant sa maman avait un petit copain et son petit copain avait tendance à faire ces histoires-là pendant qu'elle était petite. Et à chaque fois voilà, c'était très difficile. Une fois, elle a eu le courage d'aller parler à sa mère, lui disant maman, voilà ce qui se passe quand t'es pas là. La maman lui dit il faut pas détruire mon histoire, il faut pas détruire ma relation. Je ne veux pas que tu détruises ma relation. Donc maman a clairement choisi sa relation qui n'a clairement pas duré après ça, malgré tout, que le bien-être de sa petite fille. Et c'est ça la tristesse qu'on a. Les Éthiopiens ont compris cela et ont trouvé leur solution. La solution est simple, on mettra votre nom dans un registre officiel public. Tout le monde saura, tu es un machin. Ok? Donc si tu essayes, voilà, tu sautes. Partout où tu vas passer, le monde saura exactement ce que tu es. Et maintenant, on va au Kenya. Le Kenya, c'est là, c'est juste à côté de l'Éthiopie. Vous savez, la vie ne se limite pas seulement dans les pays francophones. Il faut connaître un peu l'Afrique dans son entièreté. Diversifier un peu sa mentalité, toutes les vibrations comme ça. Comme ça, on peut facilement voler dans des altitudes très supérieures. Au Kenya, ils ont développé les haricots, des haricots nouveaux. Le Kenya est un terrain, très hétéroclite. C'est un terrain qui a beaucoup de difficultés sur le plan culturel, sur le plan agriculture. Il y a la chaleur, il y a le froid, il y a la sécheresse, il y a beaucoup de problèmes par-ci et là. C'est pas équilibré. C'est pas comme un pays où il y a juste un terrain complet, un terrain uniforme. Non, au Kenya, ça dépend de là où tu es. La productivité dépend de quelle région où tu es. Maintenant, les Kenyans, en tout cas, des chercheurs kenyans se sont mis ensemble. Ils ont développé des haricots qui sont génétiquement modifiés. Et ces haricots ont pour objectif de grandir même dans les terrains les plus rudes, les terrains les plus secs. Nous disons bravo à cette évolution. On voit les noms des entreprises qui ont participé à ce développement. On ne sait pas dire si c'est authentiquement kenyan ou ils ont été sponsorisés par quelqu'un quelque part. Parce que nous savons que préalablement, il y avait quelqu'un de proéminent qui vint au Kenya dans ces mêmes objectifs de présenter des produits génétiquement modifiés, mais qui a été repoussé. Parce qu'évidemment, les gens ont très vite compris que c'était du capitalisme froid. On s'en fout éperdument de ce qui se passerait dans 7 ans, dans 8 ans sur le plan sanitaire, des consommateurs. Parce qu'on n'a pas vérifié, évidemment. On a juste produit un truc en laboratoire. On espère que ça fonctionne normalement. Sans essentiellement vérifier dans 10 ans comment le corps se comporterait. Dans 20 ans, personne n'a le temps de faire. Il faut faire de l'argent. On se pose la question ici. Est-ce que c'est vraiment un développement fait par des Kenyans eux-mêmes ou ça a été motivé par quelqu'un d'ailleurs? Et puis nous savons, même si ça a été motivé par quelqu'un d'ailleurs, un Kenyan qui peut se faire quelques millions de dollars, refuserait-il ces millions de dollars pour l'intérêt de la sanité de la population? Pas beaucoup de personnes sont capables de le faire. Maintenant, le plus grand problème, numéro 1, comme on vient de le dire, c'est un problème sanitaire. Est-ce qu'on a vérifié les répercussions futures de ces produits génétiquement modifiés? Ils ont même créé des haricots qui cuisent vite. Pour cuire les haricots, c'est pas facile, hein. Il faut les sélectionner, il faut les placer dans l'eau. Il y a même une nouvelle technique, là, vous laissez ça dans l'eau pendant des heures, hein, ça dort dans l'eau. Le lendemain, vous essayez de cuire ça prend moins de temps. Maintenant, ils ont fabriqué, génétiquement modifié les haricots qui peuvent cuire très rapidement. Pas besoin d'attendre trop longtemps. Pour beaucoup de personnes, c'est bravo, génial. Mais est-ce qu'on a vérifié sur le plan biologique, sanitaire, qu'est-ce qui se passerait dans le corps de l'humain après la consommation de ce genre d'histoire? Parce que généralement, nous savons, quand une histoire a été bougée de sa nature, de la façon dont elle a été programmée par le Créateur, très souvent, ça ne manque pas de problème. La deuxième question est celle-ci. Il y aura certainement un problème dans le futur parce que dans le passé, ceux qui plantent, les agriculteurs prennent des semences, plantent les semences, récoltent, vendent et à partir de leur récolte, reprennent des semences et plantent encore. Maintenant, avec ces haricots génétiquement modifiés, quand vous plantez et que ça produise, vous vendez, vous n'avez plus de semences. Ces semences que vous avez achetées produisent une seule fois. Leurs semences ne produisent pas. Donc vous êtes obligé de faire quoi? De rentrer chez le fournisseur
Encore une fois, allez acheter. Ça fait de vous quoi? Un acheteur à vie, un client à vie. Un peu comme les maladies chroniques, entre parenthèses. Restons dans notre sujet. Maintenant, on va changer ce qui a toujours été depuis des siècles. La capacité de pouvoir se passer des grains les uns aux autres. C'est-à-dire, tu as des grains, comme on le fait dans le passé, tu peux donner à ton cousin pour aller prendre. Mais avec ce nouveau système, ce n'est pas possible. Ces histoires sont programmées seulement pour toi. Tu ne peux pas donner à qui que ce soit. Et juridiquement, on peut te poursuivre pour avoir donné les grains que tu as à quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Pourtant, en Afrique de l'Est, il y a eu cette culture dans beaucoup de pays, y compris la Tanzanie, où les gens facilement peuvent partager leurs grains aux voisins. Hey, voisin, prends, mets aussi dans ton champ. Comme ça, personne ne meurt de faim. C'est le capitalisme effréné qui vient avec tous ses muscles et ses stéroïdes en Afrique. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut savoir, est-ce que c'est un problème de santé qu'on doit voir dans le futur venir? Un problème de santé ou un problème financier, c'est-à-dire de plantation, d'exclusivité. Ok. En récapitulation, le Togo a peur, le Togo pleure, et ce n'est pas beau à voir. L'Éthiopie décide de mettre à nu une liste de gens qui sont manifestement des gens de mauvaise foi, des gens qui s'attaquent aux femmes pour le public, pour éviter à ce qu'ils atteignent certaines possibilités en société. Enfin, le Kenya développe ces haricots futuristiques qui, d'après eux, a pour objectif de finir la faim. Mais est-ce vraiment les vraies fins de ces haricots? God bless.